Bonjour Olivier Hertzscheid, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information à l'Université de Nantes, je crois, et vous enseignez également à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Vous animez un blog aussi que j'ai découvert et qui est passionnant, www.affordance.info, où vous livrez vos analyses et vos coups de gueule. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur les géants du numérique. On va revenir aussi sur cette question, mais d'abord, évidemment, j'avais envie de revenir avec vous sur la situation des étudiants et des universités en France. Avant-hier, vous avez publié un billet d'humeur sur votre blog dans lequel vous dites à plusieurs reprises votre colère et votre honte. Vous avez honte de quoi? De qui? Ou plutôt honte pour qui? Honte pourquoi? Alors, cet article il faisait suite à une des dernières déclarations de la ministre Frédérique Vidal en déplacement sur l'université de Cergy, où en répondant à la question d'une étudiante ou d'une collègue là, qui l'alertait sur effectivement l'immense détresse, le sentiment d'injustice, voilà, sur lequel on pourra revenir après, que traversent les étudiants. Frédéric Vidal répondait que le problème, en fait, ce n'était pas tellement l'ouverture des amphis, ou plus exactement, ce qui empêchait l'ouverture des amphis et le retour des étudiants, c'était le fait qu'ils prenaient des cafés à la pause, ils mangeaient des sandwichs et qu'il y avait des bonbons qui traînaient sur la table. Et ça m'a paru tellement, comment dire, tellement insultant, déconnecté, ahurissant, incompréhensible, et ça vient se rajouter après une gestion de cette crise du côté universitaire alors, qui a été doutée du ministère réellement lamentable et pathétique. Sur le premier confinement, encore une fois, bon, tout le monde a pris ça sur la tête, tout secteur confondu. Personne, effectivement, savait trop ni ce que c'était, ni ce qu'il fallait faire, ni comment. Donc, bon, admettons, mais rappelons quand même que dès lors du premier confinement, les universités et les étudiants sont les seuls à qui on a dit au revoir sans aucun espoir de pouvoir les récupérer derrière. Et puis là, ce deuxième confinement, la détresse étudiante, elle n'est pas gérée en fait. C'est-à-dire, on dit aux universités, aux universitaires, démerdez-vous. Il n'y a pas de médecine universitaire, il n'y a pas de psychologue universitaire. Frédéric Vidal nous dit on va doubler le nombre de psychologues universitaires. Il y en a un pour 30 000 étudiants, je crois. Bon, ok, si on double, ça ferait 2 pour 30 000. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça au moment où il y a 30, là, la dernière étude là, qui est sortie, 30% des étudiants. 30% des étudiants qui présentent des syndromes, des troubles en tout cas dépressifs importants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 2 psys pour 30 000 étudiants? Enfin, c'est ridicule. Donc derrière, évidemment, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire on est à l'écoute parce que c'est un minimum et parce qu'ils ont évidemment besoin de ça. On se démerde vraiment avec il y a l'expression du démerdantiel qui est passé dans les usages maintenant, mais qui traduit bien vraiment la réalité. C'est-à-dire que, un, on est désemparé, deux, on est en colère, trois, on n'a pas les outils pour faire face. Et, et voilà. Et puis, il y a aujourd'hui voilà, des choses qui sont vraiment inquiétantes, c'est-à-dire qu'on passe à des comportements qui sont des comportements compulsifs, à des idées suicidaires. Et ça, les étudiants, ils nous le disent, quoi. C'est-à-dire, c'est pas du doigt mouillé, c'est pas dans l'herbe, c'est pas des trucs qu'on dit voilà, pour créer je sais pas quoi, un effet d'angoisse. C'est parce que voilà, c'est mesurable, c'est mesuré. Et voilà. Donc, il y a de la colère. Justement, sur la situation des étudiants, on vient de le dire, près de 3 millions d'étudiants en France, un tiers d'entre eux, on l'a dit, sont dans une détresse psychologique. Nombreux n'ont plus de travail, n'ont plus de quoi se nourrir, parfois plus de quoi payer le logement. On assiste aussi, vous l'avez dit, une recrudescence des tentatives de suicide. J'ai entendu il y a quelques jours un universitaire parler de bombe à retardement social. C'est ça qui se joue en ce moment avec cette génération d'étudiants. C'est une bombe à retardement social dont on n'a pas vraiment conscience ou dont on ne veut pas voir les conséquences, parce que je n'ai pas le sentiment que vous dénoncez effectivement le fait que le gouvernement ne se préoccupe pas vraiment des étudiants, mais j'ai quand même plus l'impression que c'est plus général, on ne se préoccupe pas du tout du sort qui est fait aujourd'hui aux étudiants. Oui, c'est une population qui est comment dire, qui est invisible. Alors, elle est invisible parce qu'effectivement, elle ne vote pas ou peu, donc elle est invisible dans le champ politique. Il se dit qu'après tout, puisque ce n'est pas un réservoir électoral, on ne va pas s'en occuper. Elle est effectivement invisible dans le champ économique parce que même si aujourd'hui 2 étudiants sur 3 travaillent pour payer leurs études, mais c'est toujours des petits boulots, donc il n'y a pas de
En termes de pouvoir d'achat, c'est une population qui est pauvre ou précaire. Donc là aussi, il y a leur impact, si j'ose dire, sur l'économie, il est quasiment neutre. Et du coup, effectivement, on ne les regarde pas, on ne les voit pas. C'est une population non plus qui, pour différentes raisons, mais dans le contexte actuel, ne peut pas manifester, ne va pas manifester. Et du coup, oui, ils empilent en fait les invisibilisations et derrière, par contre, bah, il faut le redire, ce sont ces gens-là qui demain seront profs, cadres d'entreprise, travailleurs, infirmiers, médecins. Et du coup, l'espèce de maltraitance institutionnelle qu'on leur fait subir aujourd'hui, même si je le répète, hein, les universités, les universitaires, chacun derrière fait vraiment tout ce qu'il peut pour les accompagner, mais parfois on n'y arrive pas et donc parfois on ne les accompagne pas. Donc c'est de la maltraitance. Et cette maltraitance-là, quand vous avez passé à cet âge-là, entre 18 et 20 ans, entre 20 et 22 ans, peu importe, 2 ans à avoir l'impression de cumuler les inégalités, d'être les derniers, les oubliés, effectivement, à l'âge adulte, on sait en plus que comment dire, les syndromes d'angoisse, les troubles dépressifs, ils ont des effets, ça moi je ne suis pas psy, mais ce sont les psychiatres qui le disent, et les collègues universitaires, ils ont des effets retard, c'est-à-dire que ça modèle maintenant des comportements qui seront des comportements des adultes qu'ils seront devenus dans 10, 15 ou 20 ans. Donc c'est quand on dit qu'il y a une urgence sur la santé mentale des étudiants, encore une fois, on n'attend pas un Grenelle ou un plan d'urgence là-dessus. Voilà, c'est vraiment une urgence vitale et c'est un enjeu de société majeur, et d'autant que il y a une inégalité, en plus, une rupture de l'égalité républicaine, puisqu'il faut le rappeler, là aussi, euh, les classes préparatoires sont en cours depuis le mois de septembre, sans aucune rupture, dans des classes à 30, à 40, à 45. Euh, c'est juste ahurissant. Voilà, alors, bien sûr, on peut l'analyser, il y a une sociologie qui fait qu'effectivement, les politiques sont plutôt issus de milieux bourgeois qui vont dans des écoles privées ou dans des classes prépa, donc qui invisibilisent totalement ce qui se passe à l'université. Mais on se demande comment, en France, au XXIe siècle, on arrive à dire à des jeunes gens entre 18 et 20 ans, si tu es en L1 à la fac, tu es confiné chez toi et tu souffres. Si tu as entre 18 et 20 ans et que tu es en classe prépa, ben, tu vas en cours normalement tous les jours à 40. Voilà, ça, c'est ahurissant. Justement, vous décrivez cette incohérence et puis aussi vous parlez aussi de la réalité de ce qui se passe dans les universités. Vous dites, et là je vous cite, nous avons des amphis de 400 places vides depuis 3 mois qu'on remplit en demi-jauge pour des partiels, mais on nous interdit d'accueillir plus de 10 étudiants à la fois hors partiel dans ces mêmes amphis, alors que beaucoup de nos étudiants sont plus qu'au bord du vide. Comment on vous l'explique ça sur le terrain, cette contradiction ? Comment on la Alors, justifie, comment on la justifie? J'imagine que les présidents d'université doivent quand même s'expliquer sur cette contradiction. écoutez, très sincèrement, moi, je suis enfin, pas que moi, hein, on est plusieurs collègues à être en bataille, en sollicitation permanente de nos instances, comme on dit, donc les différents conseils centraux, etc. J'ai encore écrit à tout ce que l'université compte de présidents et de vice-présidents avant-hier là, pour leur demander ce qu'on faisait, quoi. La consigne qu'on a, c'est on continue de n'accueillir que des groupes de 10, alors même qu'il y a un décret qui est paru le 9, enfin, le 10 janvier là, et qui lève, en tout cas qui ne reprécise pas qu'il y a cette obligation d'accueillir des groupes de 10 étudiants. Donc on pourrait faire plus, mais il y a à la fois une errance gestionnaire qui fait que les gens ne savent plus, ils sont baignés dans des nœuds de contraintes qui pour eux apparaissent, et pour nous aussi, apparaissent insolubles, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette épée de Damoclès de oulala, mais s'il y a un cluster, ça va être votre faute, parce que vous aurez dépassé le seuil de 10. Sauf que, enfin bon, bref, il y a ça, il y a ces effets d'atermoiement aussi permanents qui sont inscrits dans l'agenda politique. Là, par exemple, le décret il est sorti le 9 ou le 10 janvier, et dans le décret, normalement, on peut accueillir des groupes, on n'est plus limité à 10 étudiants. On ne peut faire que du soutien scolaire, du soutien entre guillemets, mais on peut casser cette logique qui était débile là, d'accueillir des groupes de 10 étudiants. Bon, très bien. Les universités nous disent, ah ben non, enfin, en tout cas, celle dont je dépends, moi à Nantes, mais c'est le cas dans d'autres aussi, non, 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 on reste à 10. Et du coup, on les interpelle, on dit, bon, enfin, pourquoi on reste à 10? Et là, derrière, donc, soit on n'a pas de réponse, soit on voit bien que on ne peut rien décider parce que vendredi,
Ce soir, il y a Castex qui parle. Vendredi, les présidents d'université sont convoqués par Vidal et Castex, donc la ministre et le Premier ministre, pour parler de ce qu'ils vont mettre en place dans les universités. Donc, en fait, il y a toujours un effet retard. Sauf que cet effet retard, nos étudiants, ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire et nous non plus. On ne peut rien leur dire, ou tout ce qu'on leur dit, c'est cassé le lendemain ou c'est remis en cause. Et ça, c'est plus possible. C'est pour ça que moi, j'avais publié un appel à la désobéissance là, en disant mais ça suffit. On va y revenir Voilà. sur la désobéissance, justement. Mais hier soir, comme vous êtes un bon garçon, comme vous le dites sur votre blog, vous avez même écrit une proposition de décret à la ministre de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous lui proposez très concrètement? Ben, je propose parce qu'effectivement, on n'est pas des fous furieux, on a bien conscience qu'il y a une situation sanitaire qui est complexe et dangereuse et qu'il y a des vies humaines derrière. Donc, ce que je propose, moi, c'est de réaccueillir, de réouvrir parce qu'on nous dit les sites universitaires sont ouverts, c'est n'importe quoi, donc les réouvrir vraiment, de mettre des jauges par site, par campus, qui sont entre 50 et 75% d'accueil d'étudiants Ouais. en fonction, là aussi, de critères régionaux. On sait qu'il y a des régions qui sont très touchées, avec des taux d'incidence très forts, d'autres moins. Donc, on a les moyens de jouer là-dessus, sur ces critères. Et puis, derrière, de nous mettre finalement des seuils bâtimentaires comme on le fait pour les classes prépa, c'est-à-dire de nous permettre d'accueillir au moins 50% des étudiants par petits groupes, dans des salles, et on en a plein, avec des effets de demi-jauge ou de tiers de jauge. Moi, on a des promos là, de 60 étudiants, on a des amphis de 120 places, de 200 places, de 400 places qui sont vides, et on nous dit qu'il faut accueillir 10 étudiants. Je ne sais pas si on mesure à quel point le ridicule de cette situation, alors qu'on sort… Comment vous les choisissez? Comment ces 10 étudiants sont choisis? Qui sont ces 10 étudiants qui peuvent venir? on ne peut pas les choisir, personne ne peut les choisir. C'est pour ça que la mise en place de ce qui devait être la rentrée du 4 janvier avec des groupes de 10 étudiants, aucune université ne l'a mise en place, très concrètement, à part Cergy, où la ministre est allée parader parce que c'était calé avec son service de com. Personne ne l'a mis en place parce que c'est infaisable. Comment imaginer qu'on puisse dire, on a des promos de 60, 100, 200, 300 étudiants, lever la main ceux qui sont le plus en précarité alimentaire, financière. Donc on ne peut pas. Je ne sais pas Donc on si l'a vous pas l'avez fait. je sais pas si vous l'avez entendu ce matin, mais justement, la ministre Frédérique Vidal était invitée de France 2 et elle a dit à un moment donné, nous sommes en train de réfléchir justement à comment accueillir davantage d'étudiants et nous sommes en train de réfléchir aux jauges possibles pour accueillir ces étudiants. Ça vous met en colère quand elle dit ça? Vous ne vous dites pas, mais on est quand même loin devant une pandémie, une épidémie qu'on connaît depuis longtemps. Il y a un problème d'anticipation, il y a un problème de volonté politique. Vous parlez même de manque de courage. Il manque de courage, ce gouvernement? Oui, pour moi, il manque de courage en tout cas soit sur le fait d'avouer effectivement son incurie et son incompétence, parce qu'à un moment donné, il faut aussi nommer les choses, soit il manque d'honnêteté simplement, c'est-à-dire, après, je ne suis pas naïf, je vois bien qu'il peut pas, que Vidal ne peut pas aller dans une matinale et déclarer qu'elle s'en fiche des étudiants et que ce n'est pas la priorité, et que la priorité, c'est que l'économie tourne. Ok, ça d'accord, mais effectivement, en mi-janvier 2021, pour une épidémie qui a démarré en mars de l'année dernière, expliquer qu'on allait à réfléchir à la mise en place de jauges à l'université, c'est ahurissant. À Noël, il y a eu des messes à 700 personnes dans des patinoires. Les cours à l'université à la rentrée de septembre, pour celles et ceux qui ont eu la chance de rentrer un petit peu, il y a des étudiants qui ont eu 15 jours, 3 semaines, parfois un mois de cours. On était en demi-jauge, on était en alternance présentielle distancielle, on avait des masques, on avait du gel, on avait des plaques de plexiglas pour s'isoler. On a un public qui est, et ça aussi il faut le dire et le rappeler, le public étudiant, c'est un public qui est extrêmement respectueux de l'ensemble des règles. Moi, c'est pas que ça m'a stupéfait, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils n'aient rien à secouer, mais ils sont parce qu'ils ont conscience que c'est ça, en fait, la clé pour avoir une vie sociale minimale et pour pouvoir réussir leurs études, c'est le respect strict des règles. Donc, ils les respectent, ils ont toujours respecté. On sait faire, on a les moyens, on a les amphis, on a les places, et là, grossier, mais on nous enquiquine avec des espèces de débats inutiles et débiles et sur les jauges. Bon, voilà. Et ça va être quoi, les jauges? Je ne sais pas. Vous l'avez dit tout à l'heure et vous l'avez écrit sur votre blog, vous en appelez à la désobéissance.
Il faut désobéir, vous dites, vous appelez les enseignants et les étudiants à faire quoi? Ben moi, très concrètement, j'ai dit à mes étudiants, là, pour un cours qu'il y avait cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, je suis perdu dans le calendrier, mais je leur ai dit, écoutez, voilà, nous, on les a hein, toutes les semaines, on fait des points avec les délégués, on les a au téléphone de manière individuelle, par Skype ou autre, et donc, on voit qu'ils n'en peuvent plus. Et surtout, ce qui nous met vraiment en colère, c'est qu'ils nous disent, en fait, même vous, on n'y croit plus. C'est-à-dire que même vous, quand vous nous dites des trucs, Ouais. comme on sait que ça va être annulé, reporté, décalé, pas mis en place, on n'a même plus envie d'y croire, donc on se protège et on n'y croit plus. Voilà. Et donc ils sont dans une espèce de résignation où ils viennent, ils s'en vont de chez leurs parents pour revenir dans leur appartement étudiant quand ils en ont encore un. Mais ils nous disent, bah, si vous nous dites de rentrer, qu'il n'y a pas de présentiel, on rentrera. Si vous nous dites de rester, on restera. Ils sont dans un état de sidération et de démotivation extrême. Et donc, ça nous colle en colère, effectivement. Et donc, moi, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, on vous avait dit de revenir pour la rentrée de janvier. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont revenus. Donc bah, venez. Si vous êtes là, bah, venez, on fait un cours. Voilà, on sera évidemment 200. Donc, j'avais fait une petite liste pour qu'ils puissent s'inscrire, que je puisse gérer ça. On trouve des salles adaptées, puis qu'on informe aussi les services derrière de la fac pour qu'il y ait des nettoyages, parce qu'encore une fois, on n'est pas des punks à chiens, on essaie de faire les choses dans l'ordre. Mais oui, je leur ai dit, venez, puis on s'en fout, tant pis, la jauge à 10, ben, on ne la respectera pas. Voilà. Les jauges de salle, on ne les respectera pas. Mais ils sont venus, ils n'étaient pas beaucoup, euh, mais je peux vous assurer que celles et ceux qui étaient là, ils étaient contents d'être là. Et puis on les a vus, d'abord on a pu bosser de manière autrement efficace que quand on est en distanciel, même si on arrive à faire quand même des trucs en distanciel. Et puis surtout, ils discutent, quoi. C'est-à-dire, c'est couillon, hein, mais c'est presque émouvant de les voir parler entre eux, rigoler entre eux, se parler de ah, moi je suis chez ma mère, ça va pas, mes parents ils sont divorcés, j'aurais préféré être confiné chez mon père, on éclate de rire, etc. C'est ça, quoi, ils vivent en fait. Et ça, c'est important. Plusieurs mois sans cours dans les locaux de l'université, sans croiser les profs, sans croiser les copains, les copines, sans pause à la cafette, sans déjeuner au resto U, sans les soirées étudiantes. Finalement, de quoi cette jeunesse est-elle privée? Elle est privée de l'essentiel. Alors après, c'est un peu bête de le dire comme ça, mais elle est privée effectivement de ce que j'avais appelé moi les micro-sociabilités ou de ce qu'une collègue dans une tribune qui est parue récemment appelle ce temps interstitiel sur les cours, c'est-à-dire on fait des cours en ligne, mais quand on est en présentiel, il y a des voilà, on fait des blagues, il y a des jeux de regard, on voit bien que ça drague, ça branche dans l'amphi, c'est tout ça, quoi. C'est le temps de pause quand on sort du cours de 2 heures magistrales ou du TP et qu'on croise d'autres collègues dans les couloirs. Voilà, ils sont privés de ça, c'est-à-dire de ces sociabilités qui, encore une fois, il faut le dire, le répéter, le marteler, ce qu'ils veulent, c'est pas aller en boîte, c'est pas aller boire des coups le soir à 400 ou à 40 dans des bars bondés, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent échanger, voilà, croiser du monde, voir des potes. Moi, il y a des, enfin, il y en avait un qui nous avait dit ça, mais ça n'arrive pas que chez nous. Mais il y avait un étudiant, ce qui m'avait dit, ça m'avait beaucoup frappé au début du confinement. Là, au bout d'une semaine ou 15 jours de cours en distanciel, là, il m'avait dit, mais monsieur, en fait, le soir, on n'a même plus envie de s'appeler entre nous parce qu'on n'a plus rien à se dire, parce qu'on ne partage plus rien, en fait, à part les cours. Donc, on ne va pas se rappeler le soir pour partager les cours, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pénible, voilà, et c'est pas juste, et donc du coup, ça mérite, à mon sens en tout cas, qu'on mette en place des actions de désobéissance si vraiment Vidal et le gouvernement s'entêtent à faire n'importe quoi ou à ne rien faire ou à toujours remettre à demain, là, y compris Delfrécy, le président du conseil scientifique, là, commence à expliquer qu'il y a urgence à rouvrir les universités. Vidal, ce soir, participera à la conférence de presse de Castex, qui est une première. Voilà. Depuis, jamais la ministre de l'Enseignement supérieur n'a été à une de ces foutues conférences de presse. Ça aussi, ça dit quelque chose, c'est pas juste de la com, quoi. Et Delfrécy explique qu'il faut rouvrir les universités avec des demi-jauges après les vacances de février. Et là aussi, il faut rappeler à ces gens-là, bon, peut-être Frécy, qui ne connaissent pas le calendrier universitaire, il y a d'autres chats à fouetter, mais si on réouvre après les vacances de février, ça veut dire que pour la plupart des zones, on va être début mars. Fin mars, les cursus universitaires de type DUT, de type licence pro, de type master, c'est terminé.
C'est terminé, ils partent en stage. Donc, on ne reverra pas nos étudiants. Là, on a 4 à 6 semaines où, en urgence absolue, il faut qu'on puisse réouvrir en demi-jauge, en tiers de jauge, mais accueillir des étudiants avec des roulements en présentiel à la fac. Sinon, ça va être une catastrophe. Sinon, ça va être une catastrophe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est presque 2 années universitaires qui ont été ratées pour les étudiants. Oui, alors enfin raté, oui, bien sûr, ce sera raté. Après, le débat sur la qualité des diplômes, moi, je ne rentre pas dedans parce qu'ils ont eu des cours, ils ont développé des compétences qui sont différentes. Enfin, ça paraît être là aussi, c'est un petit peu bête de dire ça, mais ils ont compensé ce qu'on ne pouvait pas leur transmettre en cours. Donc, ils ont développé d'autres choses, ils ont développé beaucoup de systèmes d'entraide grâce aux outils numériques. Donc, ils y arriveront. Enfin, la plupart d'entre eux y arriveront parce que de toute façon, à cet âge-là, quelle que soit la situation et la souffrance, on est aussi en capacité de résilience. Et puis parce qu'il va y avoir un demain, quel qu'il soit, on va se lever demain matin, quoi, et on va avancer. Mais c'est une catastrophe et c'est un naufrage parce que oui, c'est une génération qui va être marquée, pas en tant que génération Covid, mais intimement, individuellement. Bon, enfin voilà, 18-24 ans, il ne faut pas avoir un doctorat d'État en sociologie pour comprendre que c'est à cet âge-là qu'on se forme, qu'on est Avec beaucoup amoureux, qu'on de s'engage colère. en politique. Voilà, et du coup, ça fabrique des futurs citoyens qui accumulent là beaucoup de rancœur, de frustration. Moi, j'avais été vraiment très frappé. On dit souvent les étudiants, en plus, moi j'interviens avec des publics en DUT jeunes, hein, entre 18 et 20 ans. On dit qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, etc. Ils se sont tapés, pour la plupart d'entre eux, toutes les interventions, tous les discours de Macron, les points de presse de Castex, etc. Quand Macron a annoncé son point de presse d'octobre là, que pour le deuxième confinement, que les universités réouvriraient 15 jours après les lycées en dernier, le lendemain, on a eu des étudiants au téléphone en visio qui étaient là, pour le coup, réellement hébétés. C'est-à-dire, ils nous disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal en fait? En quoi le fait d'être étudiant à l'université fait qu'on passe après les restos, qu'on passe après les messes, qu'on passe après tout dans la société, après les lycéens? Voilà. Et pour eux, enfin pour nous aussi, ça a été vraiment parce que autant Frédérique Vidal, on va dire que dans sa manière de communiquer, elle est d'une incompétence et d'une tristesse et d'une neurasthénie absolue. Autant Emmanuel Macron, on ne peut pas le soupçonner de défaut d'intelligence ou de maîtrise de communication. Donc quand il dit ça, quand il dit les universités réouvriront après tout le monde, ça dit quelque chose. Voilà. J'ai une dernière question sur un tout autre sujet. Vous êtes professeur en sciences de l'information, je l'ai dit, vous connaissez très bien les réseaux sociaux, leurs usages, les géants du numérique. Après la fermeture des comptes de Donald Trump, vous vous êtes réjoui sur votre blog qu'enfin les plateformes appliquent leurs règles. Vous dites aussi, évidemment, que cette décision n'est pas sans poser de problème à bien des égards, et notamment vous parlez de la gangrène de l'extrême droite. Alors, c'est quoi la solution à tous ces problèmes? Et surtout, est-ce qu'il faut légiférer pour mieux encadrer ces plateformes? C'est compliqué, hein. Je vais essayer de faire court. Alors, je ne me suis pas réjoui de la fermeture du compte de Donald Trump. J'ai expliqué qu'effectivement, le minimum qu'on peut attendre d'une plateforme privée, c'est qu'elle obéisse à la loi, et deux, qu'elle mette en place pour l'ensemble de ses utilisateurs de manière égalitaire ou équitable, plus exactement, les mêmes règles. Et que donc, effectivement, quand Olivier Hershey, Donald Trump, Jean-Paul Roux, qui vous voulez raconte n'importe quoi, appelle à l'insurrection, insulte des minorités, il faut appliquer les règles. C'est-à-dire, la règle de Twitter, c'est carton jaune, carton jaune, carton rouge. 2 avertissements, soit vous retirez, et puis sinon, c'est carton rouge. Donc là, ils l'ont mis en place. Alors, bien sûr, ça pose des problèmes. Donc la solution, moi, j'en ai pas. Ce que j'explique, notamment dans mes bouquins sur mon blog, c'est qu'il y a 3 leviers. Le premier levier, c'est la régulation. Et bien sûr, la régulation des États, la régulation législative, elle est importante et elle doit se faire effectivement au niveau européen pour avoir un impact. Donc il faut réguler par la loi parce qu'on est en démocratie que ça se passe comme ça. Ensuite, il y a l'éducation. Là aussi, ça peut paraître en France des portes ouvertes, mais connaître le fonctionnement des systèmes techniques,
de ces plateformes-là, c'est former des usagers qui vont agir en responsabilité et qui ne vont pas se laisser piéger à la fois par le miroir que tend parfois la société ou certains médias sur des débats autour de l'anonymat, de la violence en ligne, etc. Et qui vont surtout être en capacité de se réguler eux-mêmes, c'est-à-dire d'interagir de manière apaisée et en conscience, en tout cas, dans ces environnements qui incitent en permanence à transgresser finalement les règles. Et le troisième levier, c'est l'opinion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des lois qui sont adaptées, à partir du moment où on a des gens qui sont formés, éduqués, acculturés à ces questions-là, on fabrique une opinion publique qui a le droit de s'exprimer, a le droit de dire des choses, mais qui va plutôt, en général, on l'a prouvé dans le bon sens. Sur les questions de vie privée, par exemple, les reculs que Facebook a opérés quand il faisait absolument n'importe quoi, il ne les a pas opérés à cause des lois, parce que les lois étaient inopérantes, il ne les appliquait pas, ou il refusait de le faire. Il les a appliquées, ces règles-là, parce que derrière, il y avait une pression de l'opinion qui avait compris que sur certains enjeux de vie privée, effectivement, si Facebook ne donnait pas des gages de qualité, ou en tout cas de respect, à ce moment-là, il risquait de se déconnecter de Facebook. Voilà. Donc, régulation un petit peu, éducation beaucoup, et ensuite, derrière, on a cet effet, ce cycle vertueux où on a une opinion qui se fabrique et qui fait bouger ces plateformes, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, c'est leur image de marque, leur image dans l'opinion, il n'y a que ça qui peut les faire reculer sur des sujets parfois touchy, parfois esthétiques. Merci beaucoup, Olivier Herscheid. Et puis, j'invite évidemment tous ceux qui nous regardent à aller sur votre blog Affordance, a2fordance.info. C'est écrit en bas de l'écran. Il y a évidemment beaucoup d'analyses, et notamment sur le sujet qui nous a occupé aujourd'hui, sur la vie étudiante et sur la situation des universités, mais aussi évidemment sur les questions que vous connaissez par cœur de numérique, et avec ce débat qui nous anime en ce moment sur fallait-il ou pas supprimer le compte de Donald Trump. Il y a un article vraiment très intéressant où vous peser un peu le pour et le contre des deux oppositions qui se jouent un peu en ce moment. Et puis Regard organisera d'ailleurs un débat aujourd'hui sur ce sujet avec Guy Medford, la journaliste du Monde, et notre journaliste Thomas Huchon. Merci encore, Olivier Herscheid. Merci à vous.